Bon, ben bonsoir tout le monde. Voici le premier vidéo là, qui va répondre à vos questions. On a recensé quelques questions là, qui ont été publiées sur le groupe Facebook Élections démocratiques 2.0 là, cette semaine. Donc, ben, je vais répondre à ces questions-là. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais on va commencer avec ceux-là. OK, donc, la première question qui a été recensée sur le forum cette semaine, Frédéric, es-tu pour ou contre le processus d'élection des employés de bureau du SEMB? Bon, c'est sûr que cette semaine, la question du bureau est ressortie beaucoup dans les débats là, sur le groupe Élections démocratiques 2.0. Je vais prendre le temps de répondre bon, au questionnement par rapport à ça, même si bon, je veux commencer par vous dire que ça c'est pas une priorité, on est en pleine négo. Peut-être qu'au prochain mandat présidentiel, ça en sera une, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur la négo. Sauf que je pense que ça vaut la peine que vous compreniez comment je vois la chose. Pour moi, c'est important que le bureau syndical fonctionne convenablement. Et puis pour ça, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir des gens qui sont libres alentour de moi. Quand je parle de liberté, là, je parle des gens qui sont capables de penser puis de s'exprimer sans avoir à adhérer à une ligne de parti. Euh, Souvent, on a l'impression au bureau que c'est un peu ça qui leur est demandé. Euh, pour moi, j'ai besoin de tout à fait le contraire. J'ai besoin de gens qui sont libres complètement. Puis, étant donné qu'on est dans la représentation syndicale et qu'on est là pour défendre les intérêts économiques et la dignité des membres de notre accréditation, je pense qu'on devrait être capable aussi d'offrir le même genre de représentation à l'interne du bureau syndical. C'est sûr que le bureau syndical qu'on a au SNB est composé de militants libérés, ce qui est très différent des bureaux là, de plein de syndicats où il y a une accréditation syndicale qui vient accréditer les membres qui travaillent au syndicat. Donc, le syndicat représente les membres d'une accréditation, mais il y a une accréditation qui représente les membres qui travaillent au syndicat. Dans notre cas, c'est pas possible parce on est simplement des membres libérés. Par contre, je pense que euh, c'est important qu'on puisse gérer les employés, ben, les militants libérés convenablement. Puis je pense que ça prendrait une entente de principe, en fait, comme une convention collective, qui élabore les grandes règles de gestion de l'employé et qui réduit l'arbitraire par rapport aux décisions de l'exécutif sur qui reste et qui s'en va. Parce que là, actuellement, c'est sûr que sans entente de principe, sans ligne directrice, ben, quelqu'un est plus aimé, du jour au lendemain, on lui demande de partir, puis il n'y a pas de mécanisme pour l'aider. Donc, cet entente de principe-là, il pourrait justement élaborer qu'est-ce qu'on peut faire, comment on doit le faire, et puis, entre autres, ça commence par un comité de sélection. Donc, moi, je ne suis pas pour l'élection des membres militants du bureau parce que je trouve ça trop lourd. Une élection, ça coûte cher, c'est difficile à gérer, et puis ça génère aussi plein de conflits. Je pense que le bureau syndical doit être empreint de stabilité. Pour ça, ça prend des gens compétents qui vont rester dans le temps. Et puis, je pense que ça prend un comité de sélection qui soit neutre pour engager ces gens-là. Et aussi un comité de renvoi. C'est-à-dire que si on décide qu'une personne ne fait plus l'affaire, c'est pas une personne qui peut décider que ça s'en va, c'est un comité neutre. Donc, le comité que je prévois, c'est premièrement le VP qui embauche. Cette idée-là m'est venue de Nicolas Doucette. Je vais lui donner rendre à César ce qui lui appartient. Donc, c'est sûr que le VP qui embauche a besoin d'avoir son mot à dire, de faire partie du comité. Mais en plus, je pense qu'on devrait être capable d'avoir un membre qui soit neutre, un membre qui serait libéré pour le comité de sélection. Donc, le membre applique pour se faire libérer, mais il va appliquer au travers d'une personne neutre. Donc, la troisième personne que je prévois, c'est une personne de l'extérieur qui viendrait d'une agence de recrutement ou d'acquisition de talent, qui serait un spécialiste là, dans la matière. Là. Il y en a plein à Montréal. Et à chaque nouvelle nomination, ben, on changerait de comité, on changerait de personne qui viendrait d'une autre agence. Comme ça évite le copinage parce que c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, le membre qui serait libéré pour venir faire partie du comité de sélection enverrait sa candidature à la personne de l'extérieur qui la choisirait. Donc, la personne arrive le matin, puis s'assoit à la table. Il n'y a personne qui sait c'est qui est libéré pour venir au comité. Là. Comme ça, il y a deux personnes qui sont complètement neutres dans ce comité-là. Donc ça réduit l'arbitraire, ça réduit la partisanerie aussi, et puis ça donne un petit peu plus de confiance à nos membres libérés pour faire un travail et puis pour être libre dans,
de leurs opinions. On est au syndicat, on est là pour passer des idées. Puis moi, la contestation, j'ai pas de problème avec ça, tout le temps que ça se fait dans le respect. Je pense qu'au bureau, on pourrait avoir un petit peu plus de liberté à ce niveau-là. Ensuite, aussi, c'est que ça favorise la compétence. Là. Donc, ce que je propose en plus, c'est de faire un roulement du bureau à tous les 5 ans. Donc, à toutes les années, on renouvelle 20% du bureau. Donc, si tu es là depuis 5 ans, bien, nécessairement, la 6e année, tu retournes en succursale et puis il y a quelqu'un qui va venir prendre ta place au bureau du SNB. 5 ans, c'est en masse pour développer de la compétence, pour venir aider amplement le bureau syndical. Et puis, après ça, tu restes en réserve. Là, je veux dire, il y a des vacances, il y a des maladies, il y a toutes sortes de cas qui se présentent, où il y a des surplus de travail, où tu peux sortir de la succursale pour venir prêter main forte là, dans les moments où on a besoin de toi. Et puis, ben, tu restes un an en succursale, et ensuite, ben, tu peux réappliquer sur d'autres postes là, à l'intérieur du syndicat. Ça fait qu'à toutes les années, il y a 20% là, du bureau qui est renouvelé, et ça fait un roulement qui soit assez sain et qui est créateur de stabilité. Donc, c'est à peu près ça mes idées là, pour le bureau syndical. Donc, si tu me permets, Frédéric, je vais juste faire un bref résumé. Là. Dans le fond, toi, ce que tu me dis, c'est que tu es contre le processus d'élection des employés du bureau. Ce que tu suggères, en fait, ce serait de nommer un comité de sélection qui serait composé d'un VP, d'un membre qui est neutre, qui va avoir été repêché en succursale par un expert qui est à l'externe, qui va avoir été engagé pour ça par le conseil exécutif. Puis un roulement de 20% du bureau à chaque année. Donc à chaque 5 ans, tout le bureau va avoir été renouvelé. Puis une entente de principe qui va gérer la gestion des employés à l'intérieur du bureau. Ça résume très bien ce que j'ai dit. En début de réponse, tu nous as parlé de la stabilité, en fait, au bureau, qui est un élément que Katia a reconnu comme étant important sur la plateforme Élections démocratiques. Et il y a une personne, en fait, qui a fait le rapprochement entre l'élément de stabilité que l'employeur utilise aussi pour appuyer ses demandes. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, par rapport à ça? Bon, là, c'est un petit peu différent parce que la stabilité, c'est bon pour n'importe quelle organisation. Là, ça, là-dessus, je m'accorde avec Katia qui en a parlé, mais aussi avec l'employeur. L'employeur aussi a besoin de stabilité dans ses succursales, mais ça, comme Katia a dit aussi dans les débats, l'employeur l'a déjà avec les employés réguliers et puis avec les employés à temps partiel de haut de liste là, qui sont déjà très bien formés pour prendre la relève quand les réguliers ne sont pas là. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la stabilité là, demandée par l'employeur, là, ici, c'est plutôt ce qui est redéfini comme une stabilité flexible. C'est-à-dire qu'on veut de la stabilité, mais on ne veut pas garantir d'heures, on ne veut pas garantir d'horaire. En fait, on veut garantir des heures aux réguliers, on veut leur donner 38 heures, mais on ne veut pas leur donner d'horaire stable parce qu'on veut être capable de les placer où est-ce qu'on a besoin, quand on a besoin. Mais ça, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à un moment donné, tu passes un certain nombre d'années à la SAQ avant de devenir régulier. Je pense que tu as le droit d'avoir des conditions qui sont viables en bout de course. D'ailleurs, moi, dans mes cours de négociation, la première chose qu'on nous apprend, c'est que pour qu'une accréditation soit forte, ça prend un noyau de réguliers qui soit forte, donc avec des bonnes conditions de travail. Moi, j'adhère complètement à cette idéologie-là. C'est-à-dire que j'ai l'intention de négocier des conditions de travail qui soient bonnes pour nos employés réguliers. Et puis, ensuite, je pense que les employés réguliers ont le droit d'avoir des horaires stables, puis aussi le moins de fins de semaine possible. À un moment donné, la conciliation travail-famille passe aussi par avoir ces fins de semaine libres. J'irai plus loin plus tard là-dessus. Mais c'est ça, c'est que la conception de la stabilité de l'employeur, c'est une stabilité flexible. Donc, la conception de la flexibilité dans les conventions collectives a fait son entrée dans les années 80, là, où est-ce qu'on a commencé à avoir des clauses orphelins, puis où on commençait à ne plus vouloir donner de postes réguliers aux gens pour avoir de plus en plus d'employés surnuméraires, occasionnels ou à temps partiel, pour justement un enjeu de flexibilité. Puis ça, écoute, l'employeur n'est pas se plaindre, on a 70% de la main-d'œuvre qui est à temps partiel, qui est exactement là pour remplir le besoin de flexibilité. Fait que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que l'employeur n'a pas de stabilité en succursale actuellement. Je pense qu'il y en a amplement. C'est juste qu'il veut voir les choses autrement. OK.
Donc, c'est ça, moi, ce que j'ai envie de dire à l'employeur, puis ce que je vais y amener à la table de négociation, c'est que j'ai besoin de réciprocité. Moi, si tu me demandes de la flexibilité, parce que là, ça revient à ça, sa conception de la stabilité, à lui, c'est de la stabilité flexible. Moi, si tu me veux de la flexibilité, ben écoute, je vais te répondre encore là, tu as 70% de la main-d'œuvre qui est là, qui est flexible pour toi. En contrepartie, moi, j'ai besoin de flexibilité pour accommoder mes gens qui sont disponibles, justement, 0,24, 7 jours sur 7, puis que tu ne leur garantis pas d'heure, pas de shift, pas d'horaire de travail, et puis qu'ils ne peuvent pas refuser de temps de travail non plus. C'est-à-dire que plus ça va, plus ça devient difficile d'avoir des congés. Donc, moi, je pense qu'il va falloir travailler justement sur des conceptions dans des nouvelles initiatives dans la convention collective qu'on est en train de négocier pour aider aux employés à temps partiel à avoir un petit peu plus de contrôle sur leur horaire. Je parle justement de disponibilité là, un petit peu plus loin, un petit peu plus longtemps à l'avance, mais aussi peut-être des équipes flottantes. Là, ça, c'est des concepts qui reviennent dans plein de conventions collectives. C'est-à-dire que ça, c'est un noyau d'employés qui n'ont pas de conditions de régulier, mais qui ont des heures garanties. Et puis, ils vont avoir des moins bons chiffres, mais ils vont avoir des heures garanties. Et puis, en contrepartie, ben, c'est ça, on leur donne quelque chose en retour. Et puis, ben, plus tu vas en fin de liste, moins tu as de garantie. Sauf que ben, ça fait partie aussi du deal là, quand tu te fais embaucher à la SAQ, c'est que ça prend un certain nombre d'années avant d'arriver à avoir des bonnes conditions de travail, mais c'est pas normal qu'on attende 15 ans avant d'avoir un poste actuellement. Et puis, moi, une des choses que je vais amener là, en négociation, là, c'est la possibilité de faire des changements de corps de travail. Je trouve ça, complètement aberrant là, qu'on soit 5500 à faire la même job, puis que là, on soit lié sur un corps de travail qu'on nous assigne à la dernière minute, et puis qu'on est pogné avec, on n'est pas capable de s'en débarrasser, à moins qu'on est malade, puis là, ben, on perd nos heures de travail. Je pense qu'il y aurait moyen de travailler à un système de changement de corps. Je vous conterai éventuellement une expérience que j'ai eue, moi, comme employé sur le marché du travail, où ça existait, puis où ça a fait le bonheur de tout le monde à ce moment-là. Je pense qu'il y a moyen de négocier des conditions de travail qui soient un peu plus flexibles pour nous aussi. Donc, moi, j'ai pas de problème avec le besoin de la flexibilité de l'employeur, pas au détriment des conditions de travail de nos employés réguliers, ni de nos employés à temps partiel, mais j'ai besoin, en contrepartie, que les employés à temps partiel qui sont là pour remplir les besoins de flexibilité de l'employeur soient aussi aptes à avoir une vie à la maison, une vie autre que juste être disponible au travail pour être capable de gagner un salaire décent. Fait que Frédéric, je vais refaire un résumé de ce que tu viens de nous dire. Dans le fond, c'est que toi, ce que tu considères, c'est que la stabilité et la flexibilité, c'est deux concepts qui sont reliés, autant au niveau de l'employeur qu'au niveau des membres. Puis ce que tu constates finalement avec l'employeur, c'est que le problème, c'est un manque de réciprocité. Il vous demande beaucoup de flexibilité, mais il ne vous en donne pas vraiment beaucoup en retour. Et donc, ce que tu considères, ça serait d'essayer de négocier peut-être plus de remises de dispo, des équipes flottantes, des heures garanties, une possibilité d'échange de corps, bref, plusieurs clauses qui pourraient vous permettre d'avoir plus de flexibilité vous aussi. Je vais me permettre une question si tu me le permets. Finalement, c'est que dans ton vidéo d'introduction, tu nous disais que tu voulais mener le projet de négociation tel qu'il est maintenant, que tu ne voulais pas nécessairement apporter beaucoup de changements. J'ai l'impression que ça pourrait être une direction un peu nouvelle dans la négociation. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Ben, moi, je pense que non. C'est-à-dire que négocier de la flexibilité, là, pour moi, ça se fait toujours de manière réciproque. C'est sûr que l'employeur est toujours en train de se plaindre qu'il n'y en a pas assez. Mais ça, c'est facile de se plaindre dans la vie. À un moment donné, je pense qu'il faut tenir son bout. Il faut défendre la qualité de vie de nos membres. D'ailleurs, la conciliation travail-famille fait partie de nos objectifs de négociation. Et puis ça, ben, j'ai des outils aussi légaux là, qui vont m'aider à travailler avec ça. Là. Je vous en parlerai dans une autre vidéo éventuellement. Mais non, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de problème là, à demander ça. Puis d'ailleurs, ben, en fait, un des outils que je vais mettre de l'avant à la table de négo, c'est le principe de négociation continue. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas ça, en fait, la négociation, une fois qu'on a réglé une convention collective, on peut seulement rouvrir les clauses s'il y a une demande mutuelle, c'est-à-dire que les deux parties s'entendent pour retravailler une clause de la convention.
Toutefois, depuis plusieurs années, parce que les conditions de travail changent rapidement, parce que les besoins changent, surtout avec une convention collective là, de 7 ans, là, comme on a eu, et puis qu'on ne sait pas encore ce qu'on aura là, à la prochaine. Je lis une clause là, pour 7 ans, là, je trouve ça complètement néfaste. Si la clause est mauvaise, ou en fait elle est mauvaise pour nous, mais elle est bonne pour l'employeur, on est pogné avec. Exemple, le cas des horaires de travail, de la gestion des quarts de travail, tout ça, le remplacement. Moi, je pense que ça devrait être des clauses qui soient faites dans le mode de négociation continue. C'est-à-dire que ce qui arrive, c'est que aussitôt qu'il y en a un des deux des parties qui n'est pas content de la clause, il demande à l'autre partie de venir négocier et l'autre partie est tenue de le faire comme si on était en négociation collective. Donc, ce n'est pas les deux parties qui doivent s'entendre pour ouvrir la clause, c'est seulement un des deux parties. Aussitôt qu'il y en a un des deux qui n'est pas content, il demande à l'autre partie de venir à la table et l'autre partie est obligée de négocier. Fait que, moi, je pense qu'il y a un paquet de clauses comme ça qui ne sont pas des clauses monétaires, qui pourraient être susceptibles d'être mieux gérées ou mieux développées dans le temps par des clauses de négociation continue. Exemple, les horaires de travail. On le voit là, comment est-ce que. Bon, il y a des problèmes. Là, 6 mois, ça marche toujours un peu plus croche. Sinon, ben, il y a beaucoup d'insatisfaction là, par rapport à ça. Moi, je propose qu'on prenne plus de temps, qu'on ne règle pas nécessairement tous les problèmes en négociation actuellement, qu'on arrive à une entente de principe puis avec une convention collective, mais que la clause des horaires de travail, comme d'autres clauses qu'on pourra cibler là, au travers du temps, soit soumis à des mécanismes de négociation continue. Comme ça, ben, ça nous permet de continuer à travailler sur le mécanisme là, de gestion des horaires après que la convention collective soit signée. Et puis, on n'est pas gelé dans un mécanisme qui est insatisfaisant pour nous. Donc, on peut arriver éventuellement avec une proposition conjointe, là, patronale, syndicale, qui fasse l'affaire des deux parties et qui viennent rejoindre les intérêts des membres dans leurs besoins. Donc, moi, c'est comme ça que je prévois faire la convention collective, la négociation. Est-ce que tu penses que l'employeur il serait d'accord pour signer une clause de négociation en continu? Parce que c'est quoi l'avantage que ça a pour lui? Ben ça, je ne peux pas le savoir encore. Hein. Tout le temps que je suis passé à la table, je ne peux pas prendre le pouls là, de ce qui se passe là-bas. C'est sûr que là, les informations qu'on a actuellement de la table de négociation, c'est plutôt catastrophique. Mais je pense que ça dépend comment est-ce qu'on va l'amener. Si on l'amène de façon à montrer à l'employeur qu'on est là pour travailler, c'est sûr que les clauses de négociation continue, c'est pour les clauses où on a un intérêt conjoint à avoir ça. L'employeur a l'intérêt à ce qu'on soit bien au travail. C'est juste pas comment nous l'amener, il ne sait pas comment nous le donner. Il n'arrive pas à séparer son intérêt à lui de flexibilité complète avec celui de « OK, je vais donner à mes employés une bonne qualité de vie, mais je veux qu'ils soient disponibles. » Je pense que c'est à nous, là, comme syndicat, d'arriver avec des innovations. Puis ça, ben, on peut aller puiser dans plein de conventions collectives. D'ailleurs, les employés du Casino de Montréal, tout ça, ça travaille 24 heures sur 24 sur des chiffres aussi. Il y a moyen d'aller puiser dans les conventions collectives. Je ne les ai pas encore étudiées, mais c'est comme ça qu'on fait une négociation. On va chercher ce qui existe déjà dans le marché des conventions collectives et on essaie de les appliquer chez nous. Donc, il y a moyen de travailler en continu sur des clauses comme ça pour améliorer le sort de nos membres. La dernière question qu'on va traiter dans la vidéo d'aujourd'hui, ça concerne tout ce qui touche à la légalisation de la marijuana puis à son application dans le milieu du travail, dans le fond, concernant l'accréditation, les conditions de travail des personnes qui pourraient travailler à la éventuelle SCQ, pardon. SQC. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui. Écoute. En premier lieu, j'aimerais commencer par remercier Katia pour son implication dans le dossier. Sans son implication, c'est sûr que probablement que la marijuana serait vendue au privé. Et puis là, maintenant, parce qu'elle a travaillé fort là-dessus, ben, il y a des grandes chances que ça a fait bouger le gouvernement pour l'amener au public. Puis ça, ben, je suis très reconnaissant pour son implication là-dessus. Maintenant, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'intérêt à l'amener à la table de négociation, là, le fait de négocier pour les futurs membres présumés du SEMB, mais justement, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que il n'y a même pas de l'accréditation syndicale encore
pour le SQC. Et puis là, ce qu'on essaie de faire, c'est de négocier une convention collective pour des employés qui n'existent pas, puis qui ne sont pas accrédités, il n'y a même pas de syndicat et qu'on ne représente pas. D'ailleurs, je vais juste vous lire un petit passage d'une jurisprudence. J'ai sorti mes vieux cahiers là, d'études que j'ai passé au travail. J'en ai plusieurs dizaines comme ça. C'est tous des textes de loi. Donc, dans une clause de 1992, les magasins Wise Incorporés contre les travailleurs de l'alimentation, en parlant des considérations générales dues à l'accréditation syndicale, on dit pour pouvoir négocier une convention collective, un syndicat doit être reconnu par une décision d'un agent d'accréditation, d'un commissaire du travail ou du tribunal du travail comme représentant l'ensemble ou un groupe de salariés d'un employeur. Je ne sais pas si vous avez compris là, ce que je viens de lire, là. Mais ça dit là, que c'est illégal de négocier une convention collective pour un groupe qu'on ne représente pas. Or, dernièrement, j'ai pas vu d'accréditation syndicale pour la SQC. J'ai pas vu le SEMB non plus accréditer aucun employé de la SQC. Et puis, on est loin de ça, là, parce que pour l'instant, on est encore dans le projet là, avec la loi là, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc, moi, je pense qu'on perd un petit peu nos énergies à essayer de négocier une convention collective pour des employés qui n'existent pas encore. D'ailleurs, selon ce que je lis là, c'est illégal. Est-ce que tu pourrais, justement, tu nous parles du processus d'accréditation, est-ce que tu pourrais nous donner juste 2-3 informations là-dessus pour qu'on comprenne un peu justement comment ça fonctionne et c'est quoi les prochaines étapes? Absolument. Mais écoute, dans la même jurisprudence là, que je vous ai nommé tout à l'heure, il y a les critères là, qui servent à définir là, comment le tribunal administratif du travail va choisir quelle unité d'accréditation va être la plus apte à représenter le groupe d'employés. Donc, premièrement, on dit que le tribunal va considérer l'employé, comment on dit ça ici, qui n'est pas la plus appropriée pour négocier, mais qui est appropriée. Donc, il y a une différence, là, pas la plus appropriée, mais qui est appropriée pour négocier une bonne convention collective. Donc, on veut avoir une bonne force de négociation. On ne veut pas que ce soit un syndicat faible qui ne représente pas nécessairement les valeurs des employés dans l'unité d'accréditation. Maintenant, les critères de détermination de l'unité de négociation, c'est principalement la communauté d'intérêt. Donc, la communauté d'intérêt englobe, entre autres, la nature du travail et de ses fonctions, les salaires et les formes de rémunération, les conditions de travail, les capacités et les compétences, et l'interdépendance et l'interchangeabilité dans les fonctions et de la mobilité du personnel. Donc, ça, c'est tous des critères qu'on va prendre en compte pour être capable de définir quel syndicat va être le mieux placé pour avoir une convention collective, pour négocier une convention collective. Maintenant, il y avait d'autres choses là, que la loi prévoyait. Donc, si on arrivait à prouver qu'il s'agissait du même employeur que ce qu'on a, on aurait beaucoup plus de chances d'aller chercher l'accréditation. Ce serait probablement une accréditation par défaut qu'on irait chercher. Mais ça risque d'être plus difficile là, parce qu'on a vraiment deux sociétés d'État en parallèle là, qui sont en train de se créer. Donc, avec deux conseils d'administration différents. Donc, ça pourrait être plus difficile, mais ça, je n'ai pas étudié le projet en profondeur. Et puis, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants actuellement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les critères que je vous ai mentionnés sont les critères qui vont être utilisés là, pour définir quel syndicat va être le plus apte à représenter la nouvelle accréditation. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il va y avoir encore beaucoup de travail à faire de la part des membres du SENB et du conseil exécutif, ou en tout cas des personnes qui sont sur ce dossier-là, pour prouver que le SENB est un bon représentant pour les employés de la SQC éventuellement. Bien, absolument, il y a encore beaucoup de travail. Là, on est au début là, du projet de loi. C'est sûr que là, on parle de juillet. Là, on pense que ça va vite. Avant que les premières succursales ouvrent. C'est sûr qu'on est dans un empressement. C'est pour ça qu'il faut continuer le travail en parallèle de la négo et non pas venir mêler les cartes. Je pense qu'on va avoir plus de chances d'aller chercher ces employés-là
de cette façon-là qu'en venant juste comme tout entremêlé. Parce que là, ce que je vois, moi, de ce comportement-là, c'est qu'on essaye de mettre, d'imposer une convention collective au tribunal pour leur dire, écoutez, c'est nous les représentants, là. Mais ça ne marche pas comme ça. Le tribunal, il ne va pas dire, ah ben oui, vous avez fait une belle job, là, on va vous le laisser là, parce que vous avez déjà tout travaillé. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le tribunal va décider librement, sans considérer le travail qu'on aura fait, lequel des syndicats va être le mieux placé pour représenter ces employés-là. Donc, encore une fois, si je peux me permettre de résumer, ce que tu nous dis, c'est que d'essayer de négocier les conditions de travail pour les futurs postes de la SQC, non seulement c'est une perte d'énergie, mais c'est possiblement même illégal, puis que ce que toi tu proposes de faire, c'est plutôt d'essayer de travailler en parallèle à essayer d'aller chercher l'accréditation avant de commencer à négocier, ce qui pourra se faire en temps et lieu. Absolument. Là-dessus, je vais faire une petite parenthèse, c'est que je pense que là, c'est là qu'on va le mieux utiliser nos énergies. C'est-à-dire ce qu'on va faire à la table de négo, on va le faire pour nos membres actuels. Ce qui va se faire en parallèle pour aller chercher l'accréditation syndicale de la SQC va se faire en parallèle. Et puis, comme ça, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Et puis, éventuellement, on va relier les deux ensemble parce qu'on aura négocié une clause qui va faire en sorte qu'on va pouvoir rouvrir la convention collective pour venir fusionner tous ces beaux mondes-là. Super. Ben, écoute, Frédéric, on a fait le tour des questions qui ont été remarquables cette semaine sur le forum sur Facebook. Donc, on se dit à la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine et puis je vous invite encore une fois là, à me poser vos questions là, via mon email fl.semb.2018@gmail.com ou sur le groupe Élection démocratique qui est transparente ou sinon sur ma page YouTube. Merci. Salut!